Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Et aujourd'hui, vous allez me dire merci parce qu'on va parler d'IMO et on va parler d'opportunités que vous pouvez choper. Et en fait, il y a un truc, donc là je vous parlais d'une opportunité concrète à Paris et qui est due à Mistral, AI, mais on va revenir dessus. En fait, ce qui se passe généralement, et on l'a connu dans plusieurs endroits, que ce soit avec Station F, avec Xavier Niel, que ce soit dans des endroits où il y a des hôpitaux qui se mettent en place, etc., ou que ce soit des endroits où il y a des écoles qui se mettent en place, en fait, il faut retenir quelque chose. Dès qu'il y a quelqu'un qui se bouge pour faire une activité qui va ramener du volume et qui va ramener des people et potentiellement qui va ramener des nuitées, on a tout intérêt à se positionner. On a intérêt à se positionner à côté de ce centre de trafic. Donc, la façon la plus simple, c'est lorsque vous regardez à Paris. Vous voulez ouvrir un commerce de bouche, le plus simple, c'est vous regardez les zones de passage. En gros, c'est les sorties de métro. Alors, je crois que par exemple, le métro de Convention, c'est 20 000 personnes par jour de mémoire. Je vais juste vérifier ça en live avec vous. Convention, métro, passage par jour. Hop. Donc ça, en fait, passage par jour... Bon, en gros, j'arrive pas à trouver l'information rapidement, mais je crois que c'est à peu près du 20 000 par jour. En fait, il y a un moment, alors vous étiez peut-être pas au courant, mais je m'étais lancé dans ouvrir un café à Paris, un café bio. C'est toute une autre histoire. Je pense que j'en ai fait un épisode de podcast à un moment. Et en gros, le nerf de la guerre, c'est quand même d'être dans des zones de passage. C'est-à-dire d'avoir du volume qui passe en face de chez vous. Comme ça, vous chopez le volume à la volée. Disons que vous faites des croissants, vous mettez de l'odeur de croissant dans la rue. Il y a quelqu'un qui vient le matin, il va bosser, il se dit « Ah bah tiens, je vais prendre un croissant ». Ou il vient le soir et hop, il se fait avoir, il prend un croissant. C'est terrible, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Donc les bouches de métro, ça fonctionne. Et après, il y a toutes les activités qui vont entraîner finalement un développement de l'activité, que ce soit restauration et services ou que ce soit directement hébergement, et hébergement soit habitation, soit hébergement directement tout ce qui est hôtel. Donc je vais vous donner des exemples que j'ai pu réaliser ou qui sont en train de se passer et après je vais vous donner une indication sur ce qui se passe concrètement dans le 18e à Paris. Il y a plusieurs sujets où je me suis positionné. Par exemple, à un moment à Tonnerre, il y a une personne qui m'avait été présentée qu'elle allait créer une école dans une ville en Bourgogne qui s'appelle Tonnerre. Alors je sais plus, je l'ai rencontré, je sais pas pourquoi il a fait son école de jeux vidéo et de 3D là-bas. Je crois qu'il venait de là-bas, je sais plus comment, il m'avait raconté l'histoire, je l'avais rencontré, je sais plus exactement pourquoi il s'est positionné sur Tonnerre, mais bref, il a sélectionné une ville, il y allait, il a eu des aides en plus de la ville, et vu qu'il était là-bas et qu'il a créé son école, tout de suite, il y avait un besoin d'avoir beaucoup de studios, voire aussi des colocations, pour pouvoir accueillir les étudiants. Et en fait, il s'avère que dans cette ville de Tonnerre, il y avait pas mal de maisons qui... était un peu vraiment à retravailler. Il y avait du boulot, de l'isolation, il fallait refaire des beaux appartements, etc. Et en fait, nous, en spotant cette ville de Tonnerre, c'est avec François, on s'est positionné et on a acheté un paquet de maisons pour les transformer, en faire des studios et permettre aux étudiants d'avoir des studios qui sont accessibles à côté de Tonnerre. Donc dès que vous avez l'ouverture d'une école, ça génère généralement beaucoup de trafic, on pense toujours au même business. Logement pour étudiants et si possible colocation, voire studio. Et en plus de ça, on pense à où vont manger les étudiants. Donc là, il y a un truc qui cartonne dont je ne me rappelle plus le nom, mais le truc de poulet en ce moment, là je pense que si j'ouvrais une chaîne de restauration fast-food aujourd'hui, je ferais peut-être même pas de McDo parce que ça coûte trop cher, j'irais faire du poulet comme ce qu'il y a dans le nord de Paris et je prendrais en fait ce qui marche, donc poulet, kebab, bouffe pour les étudiants, à la limite petit bar avec de la bière pas chère à 3 €, je mettrais directement à côté de ces endroits qui vont ramener, en fait on a un trafic qui arrive et il y a des besoins de consommation qui vont arriver et paf, il faut se positionner à côté, même boulangerie se positionner à côté. Donc il y a eu ça à Tonnerre, là j'ai un autre enjeu à Dijon, je suis sur un projet alors de très très loin, donc avec quelqu'un qui a pris mon programme IMO, je l'ai aidé à faire de l'IMO, qui est un gros chirurgien en fait de Dijon. Et là, il y a une clinique qui va sûrement ouvrir à Dijon. Et là, moi, je voulais me positionner pour participer à la création de la clinique. Bon, c'est un projet à plus de 40 millions, donc c'est un peu trop compliqué pour moi aujourd'hui. Je trouve ça dommage. J'aurais vraiment fait un de mes projets que j'aimerais vraiment réaliser. Il y en a deux que j'ai pas encore fait. L'école, ça a été fait. Il me reste la clinique et il me reste l'hôtel.
Donc bon, là, ça risque, bon, je reste un peu dans les pourparlers, mais ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Mais indirectement, dès que la clinique va être effectuée, l'enjeu, c'est de se positionner à côté de la clinique pour proposer. Donc vous imaginez, c'est une clinique dont des personnes qui vont se faire opérer, ausculter, etc. Et mettez-vous dans la situation. Moi, disons que je vais aller à Dijon me faire l'opération qui est nécessaire ou me faire ausculter, etc. Parce que potentiellement, ça coûte moins cher qu'à Paris. Et il y a des chirurgiens qui sont peut-être meilleurs à Dijon qu'à Paris. Ou à Paris, j'ai énormément de temps d'attente. Bref, je vais à Dijon et c'est pas loin de Paris. Par contre, j'ai besoin d'un hôtel à côté ou d'une chambre Airbnb juste à côté de la clinique. Et là, il y a vraiment ça qui a créé. Pareil, la clinique, donc généralement, c'est fait dans des endroits qui sont un peu plus excentrés. Il y aura besoin de créer toutes ces activités à côté. Donc, les activités pour héberger les personnes qui vont venir dans la clinique, mais aussi pour la nourriture, etc., etc. Donc là, il y a une véritable opportunité de créer un business from scratch et de le développer grâce au développement de quelqu'un qui fait le business d'à côté. Donc il y a ça qui se passe. Là, je vous ai donné 2 exemples un petit peu concrets. Et là, ce qui va nous rester, c'est concrètement, Mistral, qu'est-ce qu'il fait ? Ils viennent de signer 20 000 m² dans le 18e arrondissement. Et là, on se retrouve, ils s'installent rue des Poissonniers, début 2026, dans l'immeuble Marcadet Belvédère, avec une capacité de 1000 collaborateurs et 20 000 m². Et ce qui est en train de se passer, quand Mistral donne le coup d'envoi dans cet endroit-là, il y a quand même beaucoup de personnes qui risquent d'y aller. Et ça risque aussi de redévelopper un peu un centre économique. Ce que je veux dire, c'est un centre où plus de personnes vont venir. Donc pour ceux qui sont un peu de ma génération, le 10e arrondissement de Paris, où avant c'était un quartier plutôt juif, où on faisait des vêtements, je ne sais pas si vous vous rappelez tous les ateliers de vêtements, etc., progressivement, c'est passé dans un quartier start-up. Donc on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre, je pense dans ceux qui écoutent cet épisode, en tout cas on était beaucoup allés dans le 10e pour aller dans cet univers un peu bobo start-up qui était dans le coin. Et là aujourd'hui, on est en train de se décaler vers le 18e, donc généralement ces déplacements se font. Donc ça dépend, hein. On va retrouver dans les beaux quartiers les banques d'affaires qui vont toujours y aller, ou les banques d'investissement, comme JP Morgan, etc., qui vont reprendre des gros emplacements. Mais après, on a les emplacements plutôt de startups qui vont aller dans du coup, ces quartiers 18e. On se décale un peu vers le 18e, et du coup là, ça risque d'enclencher non seulement directement d'autres entreprises qui vont y aller, qui vont se coller à Mistral pour profiter de cet élan un peu IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin de se regrouper entre personnes qui se ressemblent. Donc, quand vous avez un business, vous avez tout intérêt, si vous faites des pièces automobiles, à vous coller avec les autres mecs qui font des pièces automobiles parce que ça vous permet de progresser, vous êtes un peu dans le même mood. Quand vous faites des startups, vous vous collez avec les mecs qui font des startups, et quand vous faites de l'IA, autant vous coller à Mistral IA, où vous avez des gens, vous êtes dans l'écosystème qui fonctionne autour de ça. Ce qui est en train de se passer, c'est que le 18e, c'est pas un quartier de bureaux. Donc c'est intéressant de voir pourquoi ils se positionnent là-bas. Ils auraient pu aller à la Défense, à Saint-Lazare, mais en fait, ils sont allés dans un quartier 18e, et c'est pas forcément où tout le monde s'installe. Et on a un mouvement finalement qui se retrouve aussi sur Payfit. Donc Payfit, alors on pourra en parler longtemps de Payfit d'ailleurs, sur Payfit, donc qui fait des bulletins de salaire, sur Deezer, sur OVH, qui sont globalement dans le nord de Paris, et où on propose des éléments un peu alternatifs au quartier. Donc on se retrouve en fait à avoir cette économie un peu de quartier qui est sympa, parce que tout ce truc de la Défense, je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent à la Défense qui écoutent ce podcast. Moi j'y ai bossé. Franchement, c'est un truc... moi, le quartier de Défense, je supporte pas ça. De toute façon, vous le savez, moi, je prends pas le métro depuis 5 ans. Moi, de toute façon, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, si vous me demandez pourquoi je me suis lancé dans Fire et j'ai fait autant d'invest, c'est parce que je voulais vraiment avoir la liberté de plus faire ça, quoi. Moi, ça me fatiguait vraiment. Alors, c'est sympa, hein, c'est impressionnant quand on y va, quand on négocie des contrats et tout, mais y aller tous les jours pour bosser, franchement, moi, les tours de la Défense, ça m'a lessivé, quoi. Et du coup, il y a un changement qui s'est passé. Et en fait, on se rend compte que on a de l'historique, et il y a des endroits où il y a eu des gros changements. Donc par exemple, à Shoreditch, à Londres, c'était un quartier industriel abandonné, et après il y a les startups qui y sont installées, un peu comme ce que je vous disais comme Paris, et les loyers ont été multipliés par 4. Donc il y a un vrai élément. On a la même chose avec le Marais parisien, et en fait les transformations, elles prennent 10-15 ans, et le 18e aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un des quartiers, quand je vous disais, alors là, en fait, ça a pris beaucoup de valeur ces dernières années. Après, ça a énormément chuté. Pourquoi ? Parce que c'est un des quartiers un peu périphériques. Donc, ces quartiers-là, c'est là où il y a le plus de volatilité. Et en fait, aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité à aller acheter ? Parce qu'il y a encore des endroits où il y a un peu de crack, c'est un peu la zone et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, finalement, dans le 18e pour faire des petits coups, des gros coups d'ailleurs d'investissement ? Et c'est la question que je me pose aujourd'hui, c'est la question que je vous pose. En tout cas, je voulais vous partager cette logique de vraiment vérifier
qu'est-ce qui va s'installer dans le coin et comment, d'un point de vue business, nous, on peut se positionner pour finalement profiter de la croissance, enfin en partnership, profiter de la croissance d'autres personnes qui vont amener l'énergie. Ce que je retiens, c'est que quand vous avez l'énergie, donc par exemple le gars de Mistral, il arrive, il fait Mistral, il est en train de porter toute une industrie française, il avance et ça, moi, je le respecte beaucoup. Toutes les personnes qui vont porter des industries, toutes les personnes qui vont créer des boîtes, toutes les personnes, parce qu'une personne qui crée une boîte, ça rayonne derrière. Il y a cette notion un peu de ruissellement qui n'est pas exactement ça, mais vous êtes là, vous créez une entreprise, vous avez des salariés, vous les payez. Eux, non seulement ils vont aller dans les services autour, et puis ils vont côtoyer les gens à côté et ça va faire que ça fonctionne. Je vous en ai déjà parlé par des personnes qui m'avaient contacté, donc plutôt dans l'Est. Quand je faisais des projets immobiliers, j'échangeais avec des maires qui me proposaient de reprendre presque gratuitement et même avec des subventions les anciens bâtiments des banques de France c'est des beaux bâtiments généralement qu'il y a dans des villes ou des villages. Et certaines villes ont besoin d'avoir des hôtels 5 étoiles pour justement accueillir une certaine gamme de population, 4 ou 5 étoiles. Par exemple, si moi ou si vous allez sûrement dans une ville en province, on va sûrement aller dans des 4-5 étoiles qui sont accessibles, qui ne sont pas les prix des 4-5 étoiles à Paris. Et on va aller là-dedans parce qu'on est habitué à un certain standing. Et quand vous déplacez aussi avec votre boîte, vous allez faire ça. Quand vous faites des rendez-vous, vous allez aller dans ces endroits-là qui ont un certain standing ou quand vous êtes bien dedans, en gros, voilà, c'est un truc pas mal. Et bien, quelqu'un qui ouvre un hôtel 5 étoiles dans une ville quand une ville n'a pas d'hôtel 5 étoiles, c'est un vrai projet pour les maires d'avoir un hôtel 5 étoiles parce que je vous en ai déjà parlé, c'est dès que vous ouvrez un hôtel 5 étoiles, c'est 100, 200, 400 personnes qui viennent travailler. Vous reformez des personnes du coin parce que les personnes que vous avez, c'est des personnes du coin qui vont avoir besoin d'apprendre le métier et qui vont finalement réussir à développer des nouvelles compétences et après ces personnes vont rayonner. C'est-à-dire que vous avez formé quelqu'un dans votre hôtel à être maître d'hôtel. Et bien la personne après, elle va peut-être reprendre un autre hôtel dans la ville. Vous avez formé des personnes à faire du service, à former à la cuisine avec des chefs qui sont étoilés ou pas, mais des chefs qui sont de renom. Ils vont cadrer les équipes, ils vont former tout le monde et à force de former les autres vont progresser et ils vont ancrer ce niveau d'exigence chez eux et ils vont aller redévelopper d'autres business. Donc ça franchement c'est pour moi c'est ce qui tient un pays. Réellement c'est ce qui tient un pays, c'est les gens qui sont leaders à chaque niveau. On a besoin de leaders tout en haut, on a besoin de leaders à chacun des échelons parce que les leaders c'est ceux qui vont créer d'autres leaders et c'est ceux qui vont permettre aux leaders de s'exprimer et c'est ceux qui vont finalement permettre aux gens de se dépasser pour atteindre un certain niveau. Et attention, aujourd'hui, on a un véritable problème de leadership. On a un véritable problème, et on retouche du coup sur la reprise de boîtes, on a un véritable problème sur toutes ces entreprises qui sont en train de partir parce que plus personne n'a envie de se faire chier en fait avec les conditions actuelles de reprendre des boîtes qui sont comme ça avec des gens qui veulent pas trop bosser, où on gagne pas vraiment beaucoup d'argent parce que y a des boîtes... moi le premier, il y a des boîtes, je les regarde, bon c'est bien, ça fait un peu d'argent, mais pas assez, quoi. Pas assez vu les emmerdes qu'il y a, vu après les impôts, l'URSSAF, tout ça, la galère administrative ou au moindre truc où on vous met les prud'hommes, etc. Non, moi je suis OK d'aller prendre des risques, je suis OK de faire des choses, mais en tout cas il faut que j'ai un gain potentiel qui soit assez intéressant. Et il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui finalement vont progressivement partir. Et les gens après vont nous reprocher, aux personnes comme quoi on ne reprend pas des boîtes. Mais à un moment, il faut se rappeler le contexte. Si les choses étaient plus simplifiées, je pense qu'on serait plus à le faire. Autre élément pour ceux qui ne connaissent pas, alors là on est sur un endroit que j'aime bien qui s'appelle les abbayes de Vaud-de-Cernay. Les abbayes de Vaud-de-Cernay, donc je crois que ça a été fait par Gourcuff de Paris Society, à vérifier. Et c'est en dehors de Paris, c'est un des entre guillemets meilleurs brunchs de Paris si vous y allez. Et en haute saison, c'est donc une abbaye qui a été retransformée. Alors je crois alors il faudrait que je revoie les chiffres, puis je crois qu'on est dans les 100 millions de travaux, etc. Et en fait, là-bas, c'est pour vous donner un exemple concret de ce qui se passe quand vous allez dans une zone un petit peu... ce que vous pouvez faire avec le service. Donc, on est sur quelque chose qui se vaut quasiment équivalent 5 étoiles. Quand vous êtes dans des saisons un peu hautes, on est sur du 750 € la chambre. Vous avez tout un truc de brunch le week-end pour les parents. Bon, c'est quand même chic, faut quand même avoir les moyens d'y aller. Bref, et cet endroit-là, ce qui est marrant, c'est que le service, ils prennent des gens qui viennent d'à côté. Donc, je crois qu'on est à côté de Romainville. Pas de Romainville. On est à côté de... Alors, je vais vous dire ça parce que j'ai failli travailler là-bas. C'était dans une autre vie. En fait, j'ai failli diriger une boîte de nourriture pour oiseaux, pour tout vous dire. J'avais même oublié que j'avais failli faire ça. Pour Agrial. Une grosse coopérative. Il faudrait que je vous raconte tout ça. C'était une histoire lunaire encore. Et en fait, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, c'est à côté de... j'aimerais bien avoir Google Maps, je vais vous mettre ça. Parce qu'en fait, c'est dans une zone... La problématique, le lien que je voulais vous faire avec aujourd'hui, c'est que c'est dans une zone qui est proche, abbaye des Vaux-de-Cernay. Donc, on est à côté, de Rambouillet. Voilà, je devais aller à Rambouillet. Et en fait, cette zone-là, finalement, aux alentours de cette zone, il n'y a pas forcément de staff hautement qualifié pour être d'un niveau 5 étoiles. Quand vous êtes à Paris,
il y a quand même pas mal de 5 étoiles. Du coup, il y a du staff qui peut tourner dans les 5 étoiles et vous allez toucher une population qui est bilingue, qui habite à Paris, étranger ou pas, français, mais qui va pouvoir mettre un certain standing et qui vont être formés. Par contre, quand vous éloignez, donc là, on est quand même à 40 minutes, je pense, 40 minutes ou 1 heure. On n'est pas très loin de Rambouillet, donc là, on est quasiment dans... Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la forêt de Rambouillet. Si, je pense, on est dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc, c'est marrant, moi, je pensais que c'était la forêt de Rambouillet, mais bon, bref, c'est juste à côté. Et en fait, là, on trouve... Ils ont une problématique, c'est-à-dire que là, ils vont prendre du staff à côté, sauf que le staff d'à côté n'est pas... du niveau du staff parisien. Donc quand vous y allez, c'est assez marrant parce que vous vous rendez compte que le staff, c'est pas le même niveau que les PADAS à Paris. Mais ça va venir avec le temps. Mais il faut les cadrer, il faut mettre l'énergie, ça va venir. Donc il y a plein de petits trucs qui vont pas quand on est habitué quand on sait comment c'est dans les PADAS parisiens, il y a des petits décalages. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a sûrement une opportunité dans le 18e. Il y a sûrement un truc à faire. Alors attention, on réécoutez bien mes épisodes sur l'investissement locatif, etc. Mais pensez à ça. Pensez aux endroits où il y a les hôpitaux qui vont être créés. Bon, alors le truc classique, c'est les nouvelles sorties de bouches de métro. Mais ça, oui, mais indirectement, généralement, c'est déjà incorporé dans le prix assez longtemps à l'avance. Mais en tout cas, pensez à ces endroits où il va y avoir des gens qui vont se bouger, qui vont sortir des trucs. Et là, il y aura des besoins concrets pour faire du business. Je vous remercie et je vous dis à très vite. À demain pour un prochain épisode de La Retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.